Et voici Antique. Antique est un jeu de conquête et de civilisation pour 2 à 6 joueurs. À partir de 12 ans, c'est un jeu de MacGertz, édité en France par Oya. Alors tout d'abord, nous avons un grand plateau de jeu qui est recto verso en fait. Et sur chaque face, il y a une carte différente. Donc là, nous avons de ce côté-ci une carte de l'Asie mineure, et de l'autre côté une carte représentant la Méditerranée. Donc en fait, en début de partie, les joueurs vont pouvoir choisir de quel côté du plateau de jeu ils désirent jouer. Ensuite, nous avons des cartes de peuple qui vont correspondre justement au côté du plateau de jeu sur lequel on désire jouer. Donc par exemple, on prendra les bleus marqués Occident si on joue sur la carte représentant la Méditerranée, et si on joue sur celle représentant le Moyen-Orient, on prendra ces cartes-là. Donc là, nous allons prendre que celle-ci, et ces cartes vont représenter les peuples qui peuvent jouer. Il y a marqué dessus, en fait, suivant le nombre de joueurs, quel peuple va agir. Donc là, par exemple, si nous jouons à 3, eh bien, nous utiliserons ces 3 premières cartes, sur lesquelles il y a un 3 de marqué. Si nous jouons à 4, nous ajouterons ce peuple. Si nous jouons à 5, nous ajouterons ce peuple. Et enfin, si nous jouons à 6, nous utiliserons tous les peuples. À ce moment-là, chaque joueur va pouvoir choisir le peuple qu'il veut jouer, ou sinon on les mélange et on les distribue au hasard, au choix. Et donc chacun va avoir devant lui sa carte représentant son peuple. Ensuite, en fonction de la carte de peuple reçue, les joueurs vont recevoir des jetons de la couleur correspondante. Donc là, par exemple, pour les Grecs, ça va être les jetons verts. Donc on va recevoir 6 jetons comme ceci, qui vont servir de marqueurs sur le plateau de jeu. Vont recevoir 25 jetons ronds comme ceci, qui sont des marqueurs de ville. Ensuite, ils vont recevoir 17 petits bateaux comme ceci, qui sont donc les galères qu'ils auront en jeu. Et enfin, des petits personnages représentant leur légion. Ensuite, nous avons des ressources. Donc en fait, ces jetons-là vont être les jetons ressources du jeu. Dans le jeu, il y a 3 ressources différentes que sont l'or, le fer et le marbre. Dans chacune de ces ressources, nous allons avoir des jetons marqués 1, 2 ou 5 qui vont permettre de faire de la monnaie tout au long du jeu par rapport à ces ressources. Nous avons ensuite des pièces de monnaie, comme ceci, qui vont permettre d'acheter soit de l'or, soit du fer, soit du marbre. C'est un petit peu des jokers, en fait, qui permettront de remplacer une ressource de n'importe quel des 3 types. Enfin, nous avons une ressource de temple, comme ceci, que les joueurs pourront construire sur les villes leur appartenant. Enfin, nous avons un paquet de cartes représentant des personnages célèbres que les joueurs vont pouvoir récupérer au fur et à mesure du jeu, et donc un début du jeu sera de ramasser le plus de personnages comme ceci. Donc, il y en a 5 types. Nous avons tout d'abord les rois, qui sont marqués en rouge comme ceci, donc on fera une pile de rois. Ensuite, nous avons les savants, qui sont en jaune, et qui commencent par Pythagore. Nous avons ensuite les généraux, qui sont en vert, les citoyens, qui sont marqués en marron, et enfin les navigateurs, qui sont marqués en bleu. Donc on va faire sur le côté du jeu une pile pour chacun de ces types de personnages. Chaque joueur va recevoir des ressources en début de partie. Tout d'abord un fer, 2 marbres et 3 ors. Donc tout le monde aura ça pour débuter la partie. Sur le plateau de jeu est dessinée une roue comme ceci avec des noms dessus qui sont les noms des actions possibles lors d'un tour de jeu. Donc en fait chaque joueur va donner un de ses pions qu'on va placer sur cette roue, qui permettra en fait de choisir les actions à faire lors d'un tour de jeu. Enfin, chaque joueur va regarder sa carte de peuple et va regarder sur la ligne correspondante au nombre de joueurs ou quelles sont les 3 villes dans lesquelles il va débuter. Donc là, par exemple, si nous décidons de jouer à 6 joueurs, eh bien, le grec commencera avec Athènes, Sparte et d'Irachion. On va donc placer un jeton de ville sur chacune des 3 villes qui nous appartiennent en début de partie. Donc je vous conseille de les mettre plutôt sur les noms des villes, histoire que ce marqueur soit visible, car il nous permettra de savoir quelle est la ressource produite par les villes en question. Voilà à quoi devrait ressembler votre plateau de jeu en début de partie, avec donc chaque joueur ayant 3 villes accolées les unes aux autres à différents endroits du plateau de jeu. Alors pour remporter la partie, les joueurs vont devoir récupérer ces cartes de personnages et c'est elles qui vont déterminer quel sera le gagnant.
pour récupérer ces personnages, il faudra faire des réalisations spécifiques suivant le type de personnage que l'on obtient. Et à chaque fois qu'on gagnera un personnage, on avancera un de ces pions sur cette échelle qui correspond donc au nombre de personnages que les joueurs auront réussi à gagner au fur et à mesure du jeu. Le premier joueur qui parvient au nombre donné de personnages par rapport au nombre de joueurs emporte la partie. Donc là par exemple à 6 joueurs, ce sera le premier joueur qui gagnera 7 personnages, qui l'emportera. Quelles sont donc les réalisations qu'il va falloir faire pour gagner ces personnages? Eh bien tout d'abord, voyons les rois. Donc en fait, toutes les cartes sont placées comme ceci sur le jeu, de façon à ce qu'on voit le nombre total qu'elles ont. Effectivement, dès qu'on aura épuisé une pile, eh bien on ne pourra plus gagner de personnages de ce type-là, et donc plus les points de victoire afférents à ce type de personnage. Donc il faudra faire très attention à ce qui reste en jeu, afin de ne pas se faire doubler par les autres joueurs. Alors pour les rois, le but du jeu, c'est de réussir à obtenir 5 villes. À chaque fois qu'on aura réussi à faire une construction de 5 villes sur le jeu, eh bien on gagnera le premier personnage de la pile des rois, qui nous permettra donc d'avancer son pion d'une case sur ce marqueur. Donc ce sera par tranche de 5. Donc dès que j'aurai réussi à en avoir 10, eh bien je pourrai prendre un deuxième. Si j'en ai 15, j'en prends un troisième, etc. Ensuite, nous avons les cartes savants. Pour pouvoir récupérer les savants, il faudra réussir à être le premier à faire une innovation technique ou scientifique sur ce tableau-là. Donc en fait, ici sont présents les 8 progrès techniques et scientifiques que l'on peut découvrir au fur et à mesure du jeu. Dès qu'un joueur aura découvert un de ces progrès en premier, eh bien il aura le droit de prendre le personnage scientifique qui correspond. Donc il y a 8 progrès, il y a donc 8 personnages scientifiques. Quand on aura tout trouvé, il n'y aura plus de personnages à récupérer. Ensuite nous avons les cartes de généraux. On obtiendra un général à chaque fois qu'on arrive à détruire un temple adverse. Donc là ce sera surtout des cartes guerrières où il faudra détruire des temples pour pouvoir remporter ces cartes. Ensuite nous avons les cartes de citoyens qui sont obtenus lorsqu'un joueur parvient à construire 3 temples. Donc de la même façon que pour les villes, ce sera par tranche de 3 temples construits que l'on pourra récupérer une carte comme ceci. Donc si j'ai 3 temples, j'en récupère un. Dès que j'en ai 6, je peux récupérer une autre carte et ainsi de suite. Enfin, nous avons les cartes de navigateur. Donc les cartes de navigateur vont être obtenues lorsqu'on aura réussi à contrôler grâce à ces galères 7 mers. Et de la même façon que pour les autres cartes, ça va marcher par tranche de 7. Si j'en ai 7, j'en récupère une. Si j'en ai 14, j'en récupère 2. Et ainsi de suite. Alors le tour de jeu commence avec le premier joueur qui est désigné par un petit rond dessiné sur sa carte en fait qui permet de savoir quel est le premier joueur. Donc par exemple si on joue à 6, ce sera le Carthaginois qui sera le premier joueur. Alors un tour de jeu se déroule toujours ainsi. Premièrement, le joueur va recevoir une pièce de monnaie qui lui permettra donc de remplacer soit un fer, soit un or, soit un marbre, puisque c'est un joker qui permet de remplacer n'importe quelle matière première. Donc à chaque début de tour d'un joueur, il va recevoir une pièce de monnaie. Ensuite, il va choisir une action sur la roue des actions. Donc il prendra son pion et le placera sur l'action de son choix au premier tour de jeu. Et ensuite, au tour suivant, il devra progresser dans le sens des aiguilles d'une montre sur cette roue. Enfin, après avoir fait son action correspondant à la case choisie, il pourra construire des villes si jamais il a des légions ou des galères qui se trouvent sur de nouveaux territoires. Et enfin, il devra vérifier s'il peut récupérer des cartes spéciales de victoire, avant que ça passe au tour du joueur suivant qui réalisera la même chose. Au premier tour de jeu, donc, un joueur va choisir n'importe quelle action qui se trouve sur la roue, mais à partir du deuxième tour, il devra progresser dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qu'il pourra choisir une des actions suivantes, une des 3 actions suivantes sur la roue, gratuitement. Donc par exemple, je pourrais prendre mon pion pour me mettre soit sur manœuvrer, soit sur armée, soit sur marbre, gratuitement. Si je décide d'avancer plus loin sur la roue, eh bien ça va me coûter une matière première de mon choix, n'importe laquelle, par case de dépassement par rapport à ces 3 premières cases. Donc si par exemple je décide d'aller jusqu'à faire ici, les 3 premières sont gratuites et 1, 2, 3, j'ai dépassé de 3, je devrais donc payer 3 matières premières de mon choix.
Ça peut être un mix entre différentes matières premières. On peut donc parfaitement réaliser un tour complet de plateau si on le désire. Donc si j'ai déjà fait or, je peux décider de refaire or, mais en revanche, ça va me coûter donc 5 matières premières de ma main pour avoir le droit de faire ce choix d'action. Alors, quelles sont les actions différentes que l'on peut réaliser grâce à cette roue lors de son tour de jeu? Eh bien, tout d'abord, nous avons 3 cases, l'or, le marbre et le fer, qui vont nous permettre de récolter ces matières premières en fonction des villes que nous aurons récupérées. Effectivement, sur la carte, chacune des provinces présente un emplacement de ville sur lequel on nous indique quel type de matière première cette ville peut produire. Donc, soit de l'or, soit du marbre, soit du fer. Si donc je contrôle une ville, eh bien, je pourrais, en choisissant l'action correspondante, remporter la matière première correspondante. Donc, par exemple, en début de partie, si je choisis de commencer par une action marbre, eh bien, je pourrais récupérer un marbre parce que chaque province dans laquelle j'ai une ville et qui correspond au marbre va me rapporter un marbre. Donc si je possède, je ne sais pas, plus loin dans le jeu jusqu'à 5 villes produisant du marbre, à chaque fois que je choisirai l'action marbre, je recevrai autant de matières premières que je contrôle de villes produisant du marbre. Ensuite, il y a les temples. Les temples qui sont construits à l'intérieur de mes zones vont me permettre de multiplier la production de la case. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir un seul marbre ici pour cette case-là, si j'ai construit un temple dans la même province, je recevrai 3 marbres lors de l'action fabrication de marbre. Donc toutes les villes simples sans temple vont me rapporter un marbre et toutes les villes avec du marbre et un temple vont me rapporter 3. Donc si par exemple j'ai une ville avec un temple et 2 villes sans temple, ça va me rapporter au total 5 marbres si je choisis l'action marbre. Ça fonctionne exactement de la même façon pour l'or et pour le fer. Si j'ai construit un temple sur une ville produisant du fer, eh bien elle me rapportera 3 fers au lieu d'un. Pareil pour l'or. Alors, comment construit-on ces fameux temples? Eh bien, il faudra se placer sur l'action temple pour pouvoir en construire. Si je suis placé sur cette action, à ce moment-là, je pourrais dépenser 5 marbres pour pouvoir construire un temple sur n'importe quelle province que je contrôle. Attention par contre, je ne peux construire qu'un seul temple par case. Ensuite, nous avons l'action armée ou recruter. Lorsque je choisirai cette action-là sur la roue, eh bien, je pourrais construire des légions ou bien des bateaux. À ce moment-là, les galères et les légions vont me coûter chacun une ressource fer. Donc le fer va permettre de construire des armées. Alors, lors d'un tour où je choisis l'action armée, eh bien, je pourrais donc construire autant d'armées que je veux, à condition que j'ai suffisamment de fer. Donc, si par exemple je décide de construire deux légions et une galère, ça va me coûter 3 fers. Et ensuite, je devrais les placer sur le plateau de jeu. Mais attention, il y a une restriction lors du placement. Je ne pourrai mettre qu'un seul pion dans chaque province que je contrôle avec une ville. À ce moment-là, lors de la disposition en fait de ces nouvelles armées, je vais les placer comme ceci, couchés, afin qu'on ne se trompe pas le temps que je fasse ma répartition. Et à la fin de ma répartition, je pourrai redresser les armées que j'ai achetées. Alors attention, sur certaines cases, évidemment, il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire que les cases de terre sont cerclées par une frontière rouge, alors que les frontières de mer sont en bleu. Évidemment, si je construis une galère, il faudra que ça soit dans une zone où il y a de la mer. Je ne pourrais pas construire une galère sur cette zone-là, par exemple. En revanche, si j'ai construit un temple dans une zone, eh bien au lieu d'être limité à une armée pour cette zone, je pourrais aller jusqu'à 3 armées nouvelles dans ce tour. Donc si par exemple j'ai construit un temple ici, eh bien je pourrais très bien disposer 3 nouvelles armées à l'intérieur au même tour. Alors cette limitation ne vaut que pour le moment où j'achète de nouvelles armées, c'est-à-dire qu'après les cases peuvent avoir un nombre d'armées à l'intérieur indéterminé. C'est-à-dire que là, si la situation est déjà comme celle-ci, alors que je choisis armée, eh bien je pourrais très bien rajouter 3 nouvelles armées sur cette zone parce qu'il y a un temple, et puis une nouvelle galère dans cette zone-là, et encore un autre pion dans la dernière zone.
Lors de l'ajout, en fait, je suis limité, mais par contre, il pourra y avoir en cumulé beaucoup plus d'armées sur une même case. Ensuite, nous avons une case recherche. Donc la case recherche va nous permettre d'acheter, lorsque je me place sur cette case, de nouveaux progrès scientifiques. Alors les progrès techniques et scientifiques, nous l'avons vu, sont représentés comme ceci sur le plateau de jeu, et donc lorsque je choisirai l'action recherchée, je pourrai en acheter un nouveau avec de l'or. Cette fois-ci, et contrairement aux armées où c'est le fer, l'or va servir à acheter de nouveaux progrès scientifiques. Alors sur ces progrès scientifiques, est précisé en haut combien ça va me coûter de les acheter en or. Si je suis le premier joueur à trouver un des progrès scientifiques, je devrais payer 7 or pour les premiers, et 3 or par contre si quelqu'un a déjà trouvé ce progrès. Donc si par exemple je suis le premier à construire la roue, eh bien je vais pouvoir mettre un jeton m'appartenant sur cette case et payer immédiatement 7 or à la banque pour pouvoir bénéficier de ce progrès. Comme je suis le premier joueur à découvrir ce progrès, je vais immédiatement gagner un personnage scientifique comme ceci qui va donc me rapporter un point de victoire, et donc je pourrai aussi faire progresser mon pion ici qui m'indique le nombre de personnages historiques que j'ai pour essayer de remporter la partie. En revanche, si quelqu'un avait déjà découvert la roue et avait déjà un pion de placer dessus, si moi aussi je décide d'inventer la roue, cette fois-ci ça ne me coûtera que 3 ors. En revanche, je n'aurai pas de personnage scientifique de gagner. Pour pouvoir découvrir les 4 autres progrès scientifiques qui sont en dessous des 4 premiers, je devrais obligatoirement déjà avoir le progrès qui se trouve au-dessus. Donc si je décide d'inventer les routes, il faudra évidemment que j'ai déjà inventé la roue. De la même façon, si je suis le premier à l'inventer, un progrès scientifique plus complexe, ça va me coûter 10 ors, et ça me coûtera que 5 ors si quelqu'un d'autre l'a déjà trouvé. Par contre, évidemment, si je le trouve en premier et que je paye 10, je gagnerai en revanche un personnage scientifique. Lors d'un tour de recherche, je peux très bien acheter plusieurs progrès scientifiques à la fois, à condition évidemment que j'ai suffisamment de jetons. Donc par exemple, je pourrais très bien décider d'inventer directement la roue, les routes, mais il faudra que je construise la roue à la fois. Donc ça va me coûter 3 parce que quelqu'un avait déjà découvert la roue, plus 10 parce que je suis le premier à découvrir la route. Donc pour un total de 13, je peux très bien immédiatement placer un jeton ici. Et je gagnerai donc un personnage scientifique puisque les routes n'avaient été trouvées par personne. Lors du même tour, je pourrais même acheter un autre progrès scientifique. Donc pour un total de 13 ici, plus 7 ici, eh bien je pourrais acheter le marché en plus de la roue. Alors à quoi servent ces progrès? Eh bien tout d'abord, voyons les deux premiers qui permettent d'avoir plus de déplacement. Nous n'avons pas encore vu sur la roue les options manœuvre, nous allons les voir juste après. Grâce à la roue et grâce au voile, je vais pouvoir déplacer mes armées d'une case supplémentaire, enfin leur permettre de faire une action de déplacement ou d'attaque supplémentaire par tour, et plus 2 si jamais j'arrive à construire soit les routes, soit la navigation. Pour le marché, les joueurs qui auront acheté le marché pourront récupérer une matière première supplémentaire du type de ville concernée lorsqu'ils choisiront l'action production. Donc par exemple, si j'ai une ville en fait de fer et que je choisis l'action fer et que j'ai un marché, eh bien au lieu de recevoir un seul fer, je recevrai le marché qui est l'évolution supplémentaire me permettra de recevoir 2 jetons supplémentaires pour chacune des villes de production. Donc lorsque je choisirai l'action fer, eh bien je recevrai 2 fers pour cette ville par exemple. Si en plus j'ai construit un temple à l'intérieur, eh bien je recevrai 3 pour le temple, plus 2 pour la monnaie, ce qui me permettra de recevoir jusqu'à 5 par territoire produisant la matière première concernée. Alors pour la monarchie et la démocratie, ça va nous donner des bonus de défense contre les attaques adverses en fait, qui seront de plus une armée ou plus 2 armées suivant le progrès que j'ai déjà réalisé. Nous verrons lors des combats comment ça fonctionne.